Jean, est-ce que vous pourriez vous approcher? C'est bon. Parfait. Ben voilà. Bon, On est beau. un beau Enfin. trio. Et pour le Oui. PowerPoint, on va le voir au Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouviez juste utiliser la boîte de chat, de dialogue ou de poser vos questions. Parfait, parfait. Merci. Excellent. Vous nous voyez bien également. On est 3 aujourd'hui, pas d'habitude. Donc, écoutez, on va commencer dans 3 minutes. Entre-temps, tout le monde est mis en sourdine, alors ne vous inquiétez pas si on ne vous entend pas. Et puis, on va commencer dans quelques instants. Ah, c'est normal que vous ne nous entendiez pas, on était en mute. Donc, on va commencer dans quelques instants. On va laisser le temps aux participants de se joindre à nous. Et on va commencer tantôt. Merci.
Alors, écoutez, il est 12h32, donc on va commencer et puis on va laisser la possibilité aux participants de se connecter à nous au fur et à mesure. Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir pris le temps encore une fois pour vous joindre à nous aujourd'hui pour cette formule comptante pour la première fois. Alors, tout d'abord, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Noa Bengayed, directrice recherche et développement, qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je serai aujourd'hui, je vais animer et modérer le webinaire d'aujourd'hui qui est rendu possible grâce au soutien financier d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement et la participation de Brain HQ et Alzheimer Canada. Donc, pour des raisons de logistique technique, donc le son est obtenu soit via vos haut-parleurs, soit via votre téléphone, grâce aux numéros qui vous ont été communiqués par courriel. Et pour ce qui est de la présentation, vous la verrez tantôt grâce au partage d'écran. On va garder donc 1 heure de présentation avec nos conférenciers qui vont parler pendant 45 à 50 minutes. Et une période de questions par la suite de 10 minutes à la fin avec vous et d'échanges. Alors, n'hésitez pas à garder vos questions pour la fin de la période questions-réponses. Et le webinaire d'aujourd'hui est également enregistré, donc il sera par la suite disponible sur nos différentes plateformes et je vous l'enverrai également par courriel une fois qu'on aura terminé. Donc, pour ça, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue et sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui nos conférenciers. Alors, tout d'abord, Julien Rougerie, qui est chargé de programme à la Fondation Émergence, un organisme de défense des droits des personnes LGBTQ+. Julien est en charge du programme Pour que vieillir soit gai, et un programme de sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre dans les milieux aînés, et du programme Famille choisie, un programme d'accompagnement pour les proches aidants LGBT. Et M. Jean Lalonde, qui est retraité et bénévole à la Fondation Émergence. Il intervient dans le programme Pour que vieillir soit gai sous forme de témoignages afin de participer à la visibilisation des personnes aînées LGBT. Alors, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette conférence donc sur le sujet de la diversité sexuelle et de genre dans les milieux aînés. Vous avez normalement notre diapositive qui s'affiche à l'écran. Donc je voulais commencer par j'essaie de passer la diapositive suivante. Juste pour vous dire que vous me voyez avec mon copain en haut à gauche. Ah oui. C'est vrai. Ah oui, c'est vous. On peut cliquer sur suivant, non? Donc là, je peux partir. Ils m'ont vu. Non. Donc, un avant-propos rapide, je vais beaucoup utiliser l'acronyme LGBT. Donc, LGBT, ça tient pour lesbiennes, gays, bisexuels et les personnes trans. Peut-être juste définir qu'est-ce qu'une personne trans. Les personnes trans, ce sont toutes les personnes qui ne vont pas s'identifier au sexe qu'ils ont eu à la naissance. Quand on nous attribue le sexe féminin ou masculin, il y a des personnes pour qui ne vont pas s'identifier à ce sexe-là. Soit ils vont s'identifier à l'autre sexe, soit ils vont s'identifier entre les deux sexes. On parle parfois des personnes non binaires. Donc en tout cas, les personnes trans, il ne faut pas focaliser nécessairement sur les parcours de transition, les hormones, les chirurgies, etc. C'est une définition beaucoup plus large que ça. Les personnes trans sont les personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a 2 objectifs à l'atelier d'aujourd'hui. Le premier, c'est de connaître et comprendre un peu les réalités, les enjeux des personnes qui sont aînées et LGBT. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce que les milieux comme des services aux aînés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux répondre à leurs besoins et assurer leur bien-être. Donc, quelles sont les réalités des personnes aînées LGBT? Déjà, on pourrait commencer. Il y a à peu près 10% de la population qui est LGBT.
Donc ce 10%-là, hein, ça existe, il est là depuis probablement la nuit des temps. La première fois que le chiffre de 10% est sorti, c'était en 1948, la première étude sur le sujet, le fameux rapport Kingsley. Donc depuis toujours, en fait, il y a 10% de la population qui est LGBT, donc une personne sur 10. Souvent, on se dit, ah mais chez les aînés, alors est-ce que ça serait la même chose? Les gens ont parfois l'impression qu'il y a plus de LGBT maintenant qu'avant. En fait, non. Il y a autant de LGBT aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou plus. C'est juste que maintenant, on est dans une société où le 10% des LGBT vont être à l'aise de l'exprimer. Alors que les aînés, on va voir pourquoi, eux, ils ont vécu dans une société où il fallait surtout pas que ça se sache. Donc c'est pour ça qu'on on peut avoir l'impression qu'il y a moins de LGBT chez les aînés. C'est tout simplement parce qu'ils sont plus invisibles. Mais il y a aussi 10% des aînés qui sont LGBT, tout comme le reste de la population, que ce soit ici au Québec ou dans tous les pays du monde. Là, c'est le même chiffre à peu près partout. Il n'y a pas de raison que ça varie d'un pays à l'autre. Sauf qu'il y en a qui sont plus invisibles et beaucoup plus dans certains pays, évidemment. Voilà, en fonction du contexte social et juridique. Donc justement, les aînés, eux, ils sont nés dans un contexte social et juridique très précis et c'est ça qui explique leur invisibilité. Donc ils ont 4 niveaux de stigmatisation qui vont apparaître à l'écran. Donc le plan juridique, sur le plan, on peut afficher les 4 niveaux, la médical, religieux et social. Donc juridique, tout simplement, il y a 50 ans, au Canada, c'était encore un crime d'être gay ou d'être lesbienne. Tout acte sexuel commis entre personnes consentantes et en privé, si c'était des actes sexuels entre personnes du même sexe, c'était un crime passible d'emprisonnement. Donc forcément, jusqu'en 1969, il valait mieux ne pas le dire parce que ça pouvait vous amener en prison dans tout le Canada. Donc ça, c'est un exemple de stigmatisation juridique. Sur le plan médical, pour l'OMS, l'homosexualité, c'était une maladie mentale jusqu'en 1990, jusqu'au 17 mai 1990, qui est maintenant devenue la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et pour le DSM, la liste du DSM, donc de l'Association américaine des psychiatres, c'est en 1973 qu'ils ont retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc les aînés, eux, ils ont vécu à une époque où dire qu'ils étaient à leur médecin, ils pouvaient se faire offrir des traitements pour guérir de leur homosexualité. Donc, ça allait de la lobotomie aux thérapies par aversion, aux castrations chimiques, à l'internement dans un hôpital psychiatrique. Tout ça, c'était des options possibles jusqu'en 1973 parce que dans le DSM, c'était officiellement une maladie mentale. Sur le plan religieux, maintenant, maintenant, c'est sûr, on est dans une société qui est plus laïque. La religion a moins de place dans notre société, mais on parle des aînés, donc à leur époque, à eux, il faut se remettre dans le contexte où l'Église, par exemple, avait vraiment un rôle très, très central dans l'organisation de la vie des gens. Or, si ça venait à être su que vous êtes homosexuel, bisexuel ou une personne trans, la position de l'Église, c'est que c'est un péché mortel. Donc, c'est vraiment une stigmatisation très, très virulente de l'homosexualité. Donc, forcément, les gens de cette époque-là, déjà, ils étaient religieux eux-mêmes. Donc, il y avait un peu une ambivalence là, entre leur croyance personnelle et le message qu'avait leur religion par rapport à leur orientation sexuelle. Et si ça se savait, ils pouvaient être exclus de leur communauté tout entière. Les gens qui sont excommuniés, c'est un peu comme si on vous déclarait mort civilement, hein. Plus de travail, plus de logement, pas question de vous marier, il n'est même pas question de vous enterrer dans votre communauté, dans votre paroisse, par exemple. Donc les gens qui étaient excommuniés, ils n'avaient pas d'autre choix finalement que d'aller vers des grands centres urbains le plus loin possible, puis sous couvert d'anonymat, ils pourraient se refaire une vie. Donc sur le plan religieux, une très très forte stigmatisation qui peut perdurer aujourd'hui dans les milieux qui sont où la religion a toujours une place très très importante. Et puis le dernier type de stigmatisation, c'est les stigmatisations sur le plan social. Donc ça inclut les formes les plus violentes, hein, les violences verbales, physiques et sexuelles. À l'époque, c'était particulièrement virulent parce que la société en général rejetait l'homosexualité ou la transidentité. Donc ça encourageait ou ça légitimait les violences contre les personnes LGBT. Aujourd'hui, la société en général ne rejette beaucoup moins
les personnes LGBT. Par contre, les personnes LGBT sont toujours plus à risque de subir des violences verbales, physiques et sexuelles. Ça, c'est toujours un enjeu aujourd'hui. Puis quand on parle de stigmatisation sociale, là, j'ai parlé de leurs formes les plus extrêmes, mais dans leurs formes les plus légères, il y a aussi tout ce qui est caricature, stéréotypes, les insultes, les termes, on a tous entendu les mots tapette, fif, butch, etc. Donc tout ça, ça contribue à créer un milieu où les gens vont être très très réticents de dire qu'ils sont LGBT, encore plus chez les aînés, là, parce qu'eux, ils prennent un parcours de vie derrière eux où ils ont dû apprendre à se renier et à dissimuler qui ils étaient pour survivre. Alors à l'époque, c'était vraiment une question de survie. Ils ne pouvaient pas s'afficher en tant que LGBT. Donc, ça répond un petit peu à pourquoi le 10% des aînés dans les résidences, dans les services pour aînés, les centres communautaires, les CHSLD, etc., pourquoi ce 10%-là est invisible à ce point. Puis, c'est des personnes qui vont vieillir, hein, comme n'importe qui. Donc, on vient de voir c'était quoi l'impact d'être LGBT à l'époque. En vieillissant, ils vont en plus subir l'impact de l'agissement. On vit dans une société qui est très agiste. Hein. Les aînés, on les réduit souvent à des caricatures, à une population qui est pas assez productive, qui coûte cher, qui présente des enjeux de santé publique, etc. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux la mouvance OK Boomer, par exemple. Donc tout ça, c'est des symboles vraiment de l'agisme qui est très très fort dans notre société. Donc les aînés LGBT, eux, ça va ajouter un nouveau niveau de discrimination. Le fait d'être âgé, on ajoute ça au fait d'être une personne LGBT. Donc en gros, plus on cumule un petit peu les niveaux de stigmatisation, l'âge plus l'orientation sexuelle, bah, c'est ça qui tend un petit peu à invisibiliser les personnes et puis à les rendre marginales. Et puis les personnes aînées LGBT ne sont pas juste aînées LGBT, hein, c'est des personnes à part entière. Un peu plus de la moitié sont des femmes, par exemple. Donc il y a d'autres niveaux de stigmatisation qui peuvent être ajoutés à ça. Donc basé sur le sexe, la race des personnes, si c'est des personnes autochtones avec un handicap, parler une langue autre que le français et l'anglais. Tous les facteurs de discrimination là, auxquels on peut penser, tout ça, on les ajoute. Donc, quand on parle des aînés LGBT, on est vraiment sur un enjeu intersectionnel parce que, par définition, ils subissent au moins 2 niveaux de stigmatisation, l'âge ou leur orientation sexuelle ou la question de leur identité de genre pour les personnes trans, plus tous les autres niveaux qui peuvent s'appliquer. Alors, rapidement, là, on va voir un petit peu l'évolution des droits. Donc là, je vais vous présenter 3 dates. 1969, on en a déjà parlé. En 69, on décriminalise l'homosexualité au Canada. En 77, au Québec, ça devient interdit de discriminer une personne sur la base de son orientation sexuelle. C'est-à-dire que jusqu'en 77, au Québec, on peut perdre son emploi, son logement, se faire refuser les services privés ou publics sur la base de son orientation sexuelle. Donc, il valait mieux pas que ça se sache vraiment jusqu'en 77. Et pour le fédéral, la même loi est passée en 1996. Donc, c'est très, très récent qu'au Canada, les personnes homosexuelles et bisexuelles sont protégées contre les discriminations. Pour les autres dates, après est venue la question de reconnaître les couples en union de fait. Donc là, c'est en 99 au Québec et en 2000 pour le Canada. C'est-à-dire qu'avant ces dates-là, vous pouviez passer votre vie entière avec un partenaire du même sexe, il n'y avait aucune reconnaissance légale de votre union. Et puis ça posait des problèmes dramatiques lorsque, en cas de décès, de perte d'autonomie, de situation de handicap, etc., le conjoint, la conjointe n'était absolument pas reconnu. Donc aucun pouvoir de décision, bien évidemment, et parfois même aucun pouvoir d'information. Hein. La personne a été transférée dans un autre hôpital sur demande de la famille. Est-ce que je peux savoir où est la personne maintenant? Ben, vous êtes de la famille, non? Vous ne pouvez pas être un conjoint ou une conjointe non plus, vu que les couples de même sexe, ça n'existait pas avant cette date-là légalement. Donc c'était vraiment un enjeu très très compliqué pour les couples de même sexe. Puis après, les lois sont allées plus loin avec la reconnaissance des familles. Donc il y a eu l'union civile en 2002
et la loi de 2005, qui est la loi fédérale sur le mariage. Donc depuis 2005, dans tout le Canada, les couples homosexuels ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Plus récemment, même très récemment, les lois ont commencé aussi à protéger les personnes trans. Une loi importante, c'est une loi québécoise de 2015, où on a retiré pour les personnes trans l'obligation de subir une opération de réassignation de sexe pour obtenir des pièces d'identité conformes à leur identité de genre. C'est-à-dire que concrètement, imaginez par exemple que moi, sur mon permis de conduire, si ça devait dire Julie, sexe féminin, je ne pourrais pas prendre l'avion, je ne pourrais pas voter, je ne pourrais pas ouvrir un compte bancaire. Toutes les situations de votre vie où il fallait montrer une pièce d'identité, c'était très compliqué pour les personnes trans parce que la loi leur disait « Ah, tu veux avoir une pièce d'identité conforme à ton identité de genre, on exige que tu te fasses stériliser et opérer au niveau de tes parties génitales. » Comme si l'identité de genre, c'était juste une question de génitalité, se sentir homme, se sentir femme. C'est quand même beaucoup plus large et complexe que ce qui se passe entre les jambes d'une personne. Donc jusqu'en 2015, c'était très 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 compliqué pour les personnes trans d'accéder à beaucoup de services si elles ne se faisaient pas opérer. Et puis l'année d'après, en 2016, on a ajouté à la charte québécoise des droits de la personne l'identité de genre et l'expression de genre. Donc en gros, on ne peut plus discriminer une personne trans parce qu'elle est trans depuis 2016 et depuis 2017 au fédéral. Donc c'est vraiment des lois très très récentes pour les personnes trans. Là, je vais vous présenter plusieurs générations, c'est juste pour mettre les choses un petit peu en contexte. Donc là, on peut afficher là, absolument toutes les lignes. Là, je vais juste, voilà, donc j'ai choisi 3 dates. La décriminalisation en 69, l'interdiction de la discrimination au Québec sur la base de l'orientation sexuelle, donc 77, et puis la pleine reconnaissance des couples de même sexe avec l'accès au mariage. Là, si vous regardez la première ligne, les gens qui sont nés en 1940, donc c'est des gens qui vont avoir 80 ans cette année, ils avaient 29 ans lorsque aimer qui ils aimaient, c'était un crime passible d'emprisonnement. Et puis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, à 29 ans, on était tous mariés avec au moins 1 ou 2 enfants déjà. Les choses allaient beaucoup plus vite que maintenant. Donc, le portrait général de cette génération, et puis on fait des généralités, là bien sûr il y a des parcours différents, mais la quasi-totalité des LGBT de l'époque n'ont pas eu d'autre choix que de s'engager dans un mariage hétérosexuel et d'avoir des enfants. Ne serait-ce que vivre célibataire à l'époque, on devenait la vieille fille ou le vieux garçon du village ou du quartier, c'était pas des rôles valorisés du tout. Donc, pour les gens, les générations de 1940, les LGBT, se sont vraiment engagés dans un mariage hétérosexuel et ont eu des enfants, et puis ils ont vécu la quasi-totalité, voire la totalité de leur vie dans le placard, parce que, par exemple, ils avaient 65 ans lorsqu'ils ont eu le droit de se marier avec une personne qu'ils désiraient vraiment. Quand on a passé les 65 premières années de sa vie dans le placard, c'est pas parce que la société s'ouvre sur les dernières années de votre vie que vous allez sortir du placard, faire votre coming out à votre famille, à vos proches, etc. J'ai une de mes bénévoles qui dit souvent, vous savez, on vieillit comme on a vécu. Donc quand on a vécu dans le placard, il y a des grandes chances pour qu'on garde les mêmes mécanismes de défense et les mêmes craintes lorsqu'on vieillit, même si la société autour de soi a bougé. Quelqu'un qui est né en 1960 maintenant, on pourrait étendre ça aux baby boomers qui seraient nés plutôt avant. Là, les choses commencent à aller un petit peu mieux. La décriminalisation, c'était vraiment pendant leur enfance, donc ils ont moins intégré le fait qu'ils risquaient d'aller en prison. Pareil pour les lois contre la discrimination, si tu es né en 1960, tu avais 17 ans, donc c'était avant de rentrer sur le marché de l'emploi, par exemple. Donc, il y avait un contexte légal qui commençait à être beaucoup plus favorable, pas plus favorable, je dirais plutôt beaucoup moins hostile, du moins. Donc ces personnes-là, en fait, il ne faudrait pas conclure que la majorité de ces personnes-là sont sorties du placard à l'adolescence et ont vécu leur vie ouvertement en tant que LGBT. Malheureusement, non. La majorité se sont mariés à une personne du sexe opposé et ont eu des enfants. Vous savez, on reproduit quand même toujours un peu les schémas de la société, etc. Mais
dans ces générations-là, certains, peut-être ceux qui étaient les mieux entourés, ont pu se déclarer homosexuels ou bisexuels ou trans, et ils ont contribué un petit peu à la visibilisation de ces personnes-là. Donc bien sûr, ce n'est pas du tout la majorité, mais certains ont pu en parler pour la première fois, et surtout, cette génération-là, ils avaient moins l'obligation de s'engager dans un mariage hétérosexuel et d'avoir des enfants. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont pu vivre leur vie en tant que célibataires, ce qui n'était pas possible avant. Donc, si on compare ces deux générations-là, on pourrait dire que la deuxième, ceux qui sont nés en 1960, bon, la majorité ont vécu la majorité de leur vie dans le placard, mais ils se sont moins engagés dans un mariage hétérosexuel. Donc, ça veut aussi dire qu'ils ont moins d'enfants. Alors que quelqu'un qui est né en 1940, de 10% de LGBT, là, ils vont avoir à peu près le même nombre d'enfants que la moyenne. Alors, ceux qui sont nés en 1960, pour le 10% de LGBT, là, tendent à avoir moins d'enfants que la moyenne. Ils ont été moins contraints de reproduire ce schéma sociétal-là. Et puis, bon, rapidement, un mot sur les plus jeunes. Hein. Quelqu'un qui est né en 1980, on pourrait dire « Ah, ben, c'est parfait, cette personne-là a eu le droit de se marier comme n'importe quelle autre personne à partir de l'âge de 25 ans. » C'est un bon âge pour se marier, mais si on y réfléchit une minute de plus, c'est quand même des personnes qui ont vécu les 25 premières années de leur vie dans une société où tout de suite on leur a projeté le modèle du mariage comme quelque chose d'incontournable. Eux, ils ont tout de suite compris, enfin assez vite en tout cas, qu'ils ne pouvaient pas avoir accès à ce mariage-là. Soit ils devaient le faire avec une personne qui ne désirerait pas profondément, soit ils ne pouvaient pas accéder à cette institution-là du tout. Donc certes, ils ont le droit de se marier à l'âge de 25 ans, mais ils ont intériorisé le fait qu'eux n'avaient pas vraiment leur place dans la société. Donc ça a nécessairement eu un impact sur le reste de leur vie. On peut passer sur les générations. Maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que disent les études sur les personnes LGBT. Donc, quelque chose qui ressort tout de suite, hein, qui fait vraiment consensus, c'est que c'est des personnes qui ont un réseau familial amoindri. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup à avoir vécu soit le rejet de leur famille, soit les familles ne les ont pas rejetés, mais eux-mêmes ont dû prendre leur distance avec la famille parce qu'ils se sont dit « ça ne me passera jamais auprès de ma famille » ou on s'en est déjà parlé et puis ça pose un tel malaise, on sait tellement comme si il y a une sorte de mutisme autour de la question de mon identité. Donc la personne s'éloigne de sa famille pour vivre sa vie. Puis les années passent et puis la personne vieillit et puis c'est pas la famille qui va devenir par exemple le proche aidant de cette personne-là. D'ailleurs, chez les LGBT, les proches aidants, c'est plus souvent des amis que des membres de la famille. Donc, il y a vraiment un défaut du soutien familial là, chez les aînés LGBT. C'est aussi des personnes qui sont plus seules et célibataires que la moyenne. Évidemment, on vient de voir, c'était impossible pour elles de former un couple à leur époque. Et puis, c'est certes possible aujourd'hui, mais ça peut être très, très difficile là, de se débarrasser de ces mécanismes de défense, d'assumer qui on est quand on a dû pendant si longtemps être dans le déni et veiller à ce que ça ne se sache surtout pas. Donc ça a aussi un impact sur leur situation conjugale. Hein. C'est des personnes qui sont plus souvent seules et célibataires que la moyenne. Et puis pour les baby boomers, c'est aussi des personnes qui vont avoir moins d'enfants. Les baby boomers et les générations d'après. Donc moins d'enfants, moins de conjoints, moins de conjointes et moins de familles. C'est vraiment des personnes, ce qui ressort beaucoup des études, c'est vraiment la question de l'isolement social qui est très important chez ces personnes-là. Puis c'est aussi des personnes qui ont vécu un parcours de vie très difficile, hein, voire traumatisant. Les expériences de rejet qu'elles ont pu subir, par exemple à Montréal, dans les années 90, il y avait des descentes policières dans les bars avec des journalistes qui venaient prendre des photos, etc. Donc tout ça, c'était des événements très traumatisants, vraiment des essences de rejet violentes. Donc tout ça, ça crée un peu un terrain fertile pour tout ce qui est problématique de santé mentale. Les études, du fait qu'ils soient plus isolés, du fait qu'ils aient un parcours de vie avec beaucoup d'essences de rejet, ça crée un terrain fertile pour tout ce qui est problème de dépression, d'anxiété, tout ce qui est idéation suicidaire, etc. C'est quelque chose qui est plus présent chez les personnes aînées LGBT. Pour vous donner
un ordre de mesure, ça serait 2 à 3 fois plus présent ces problématiques de santé mentale-là chez les personnes LGBT, aînées LGBT, par rapport aux personnes, à la moyenne des personnes du même âge. Donc ça, on en a parlé, la santé fragilisée, là, donc les problèmes de santé mentale, ça inclut aussi les problèmes de dépendance, c'est lié aux problèmes de santé mentale. Il y a aussi une réelle réticence pour les aînés LGBT à fréquenter les services sociaux et les services de la santé. Pourquoi? Parce que c'est des milieux où ils ont pu avoir des expériences très négatives dans le passé, et c'est des milieux où, en fait, tout de suite, on va devoir divulguer ou non son orientation sexuelle. Hein. Quand on répond à des questions sur est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a un mari, une femme, des enfants, avec qui on vit, on a fait quoi cette fin de semaine, avec qui, etc. Tout de suite, on divulgue son orientation sexuelle et de genre, et pour eux, c'est une crainte. Donc, ils préfèrent éviter de se mettre dans des situations où on va leur poser ces questions-là, quitte à rajouter à leur isolement social et quitte à mettre une barrière entre eux et les prestataires de services, santé, services sociaux, etc. Donc, il y a plusieurs craintes qui sont exprimées par ces personnes-là. La crainte de ne pas pouvoir partager son expérience de vie, donc on l'expliquait tout à l'heure, elles ne peuvent pas très très vite, quand on raconte sa vie, on va divulguer son orientation sexuelle et de genre. On divulgue tous son orientation sexuelle tous les jours. Si vous ne le faites pas tous les jours, vous le faites peut-être toutes les semaines, quand vous parlez de votre mari, votre femme, votre blonde, votre chum, est-ce que tu la trouves belle, elle? Est-ce que tu le trouves beau, lui? Enfin, il y a plein de situations comme ça où très, très vite, on va devoir divulguer ou taire ou dissimuler son orientation sexuelle. C'est vraiment un enjeu supplémentaire pour eux. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils ont peur de subir un rejet vis-à-vis des personnes du même âge, les personnes qui ont le même parcours générationnel qu'elles, mais aussi vis-à-vis des intervenants, parce que surtout lorsque c'est des populations isolées, hein, l'intervenant, on a besoin de cette personne-là pour son bien-être. Or, leur crainte, c'est vaut mieux pas que je le dise, parce que si je le dis, peut-être que ça va poser un malaise, ça va nuire à cette relation de confiance que j'ai là. Et ne serait-ce qu'un malaise, ça peut être suffisant pour leur dire, dans le doute, je préfère pas en parler, puis ça contribue davantage à leur isolement social. On en a parlé, et on en a parlé aussi, la réticence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de céder la parole à Jean, là, on va pouvoir dire c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Donc, par exemple, ça c'est des attitudes à éviter, donc c'est des attitudes que je prête à personne, hein. Mais par exemple, moi dans les milieux aînés, on me dit beaucoup, ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça, on s'en occupe pas, donc les LGBT, c'est pas un sujet pour nous, on respecte leur intimité dans les chambres. Ça, c'est assez stigmatisant finalement comme propos parce qu'on réduit toute leur identité, tout leur parcours de vie à une question de sexualité, à des pratiques sexuelles. Or, la sexualité chez les aînés, c'est un tabou suprême, hein, peut-être le plus grand. Donc, si tout de suite on rattachait à une question de sexualité, on crée un milieu où la personne, ça ne va pas inviter la personne à en dire plus. Donc, tout ça, c'est des études de déni de l'orientation sexuelle, par exemple. Et le déni de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, c'est considéré comme une forme de maltraitance par le gouvernement québécois à travers son plan d'action gouvernemental contre la maltraitance. Bon, ça, c'est quelques préjugés et stéréotypes à démystifier. Par exemple, des fois, on sous-entend que l'homosexualité, c'est quelque chose qui pourrait disparaître avec l'âge. Donc ça, c'est un propos agiste, finalement, parce qu'on est en train de dire, parce que les personnes ont passé un certain âge, elles n'ont plus de sexualité, donc elles ne seraient plus homosexuelles ou hétérosexuelles, en fait. Elles reviendraient des enfants, des plantes. Je ne sais pas c'est quoi la logique qu'il y a derrière. Donc, il y a vraiment une dimension agiste, hein, encore, faire en sorte que la sexualité, ça n'existe plus chez les personnes aînées. Et puis, c'est aussi un propos qui stigmatise l'homosexualité dans le sens où on rattache ça à une simple question de sexualité. Donc, les bonnes pratiques. La première, ça va être de saisir dans vos activités quotidiennes toutes les opportunités que vous avez pour démontrer votre ouverture. Dire quelque chose de positif, parler des personnes LGBT qui sont dans vos proches,
dire c'est très bien que maintenant on ait une société qui soit plus inclusive, etc. Tout ça, c'est bien de le dire parce que déjà, vous brisez le tabou. Dans le milieu aîné, là, il y a un tabou. Il y a 10% des aînés qui sont LGBT, qui ne le disent pas. Donc, les intervenants, oui, c'est difficile de s'adapter à un problème invisible. Et parce que les intervenants n'en parlent jamais, des fois, ils n'en parlent pas aussi par préjugés peut-être un petit peu agistes. Les aînés, ils n'ont forcément rien compris à tout ça. Ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé aux dernières années. Ce n'était pas vraiment un sujet à leur époque. On va faire en sorte de jamais en parler. Toutes ces raisons-là, ça fait qu'on maintient un tabou autour de la diversité sexuelle et de genre chez les aînés. Et c'est parce qu'il y a ce tabou-là, parce qu'on n'en parle jamais, que le 10% des LGBT, ils se disent, je sais bien de ne pas le dire, parce que si on n'en parle jamais, c'est que c'est toujours grave et qu'il faut que je continue à le dissimuler. Donc vraiment, votre rôle, c'est de briser le tabou et de saisir toutes les opportunités que vous avez pour dire quelque chose de positif là-dessus. La deuxième bonne pratique, un petit peu plus touchy, c'est de réagir aux propos homophobes ou aux propos transphobes. Là, il ne s'agit pas de sermonner ou de disputer la personne qui aura tenu tel ou tel propos, pas du tout. La bonne pratique, en fait, c'est de vous, en tant qu'intervenant ou usager des milieux aînés, de vous montrer que vous n'adhérez pas à ces propos-là. Encore une fois, il s'agit de montrer que vous êtes une personne alliée aux communautés LGBT. C'est très important quand on est intervenant, parce qu'un intervenant qui ne réagirait pas aux propos, ça donne le signal à tous ceux qui ont entendu ce propos de « Ah je fais bien de ne pas en parler, parce que non seulement je pourrais subir des propos désobligeants, et en plus les intervenants de l'organisme que je fréquente ne réagiraient pas, ils ne seraient pas là pour me défendre. » Donc c'est très important de dire « Hey, ça c'est un propos discriminatoire, ça n'a pas sa place ici ». Quand on est usager, on est moins en position d'autorité, mais dire « Ah, ça me semble que c'est un propos blessant, moi je n'aime pas ce propos-là, etc. » Juste montrer que c'est des propos auxquels vous n'adhérez pas, c'est ça la bonne pratique. La troisième bonne pratique, c'est un petit peu plus théorique, c'est d'éviter de supposer que tout le monde est forcément hétérosexuel. Ça, on ne s'en rend pas compte, on peut le faire à travers son langage. Par exemple, quand on s'adresse à une femme aînée qu'on n'a jamais vue, et on va lui poser automatiquement une question sur son mari, sur son conjoint. Là, on est en train de présupposer que parce que c'est une femme âgée, parce que l'hétérosexualité c'est la norme, c'est normal de la supposer hétérosexuelle par défaut. C'est quoi le problème de faire ça? C'est que vous allez mettre cette femme-là dans une position où clairement vous lui signalez que vous, ce n'est pas une possibilité dans votre monde, donc vous l'invitez à ne pas en dire plus, a priori, ou à vous contredire. Et ce n'est pas forcément l'option qu'elle va choisir. Là, c'est des personnes qui sont très habituées à avoir une sorte de cover story ou d'adapter leur langage, etc., pour éviter d'avoir à divulguer qu'ils sont LGBT. C'est correct, c'est leur mécanisme de défense. Mais vous, en tant qu'intervenant, il s'agit de ne pas renforcer ces mécanismes-là. Et quand on s'adresse à une personne en lui posant des questions sur son chum, sa blonde, son mari, sa femme, on participe à ça parce qu'on est dans une situation très inconfortable où elles doivent soit sortir du placard et vous contredire, soit réalimenter un peu leur cover story et entretenir un petit peu le déni d'eux-mêmes. Donc, plutôt que de demander des questions sur le conjoint, la conjointe, le mari, la femme, posez par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un? Est-ce que vous vivez seul ou non? Et là, la personne peut répondre oui, non. Le but, c'est pas d'identifier le genre de la personne, c'est de ne pas mettre de barrière dans votre conversation avec les gens. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Si je suis pas à l'aise de dire que je suis en couple avec un homme, je peux répondre oui, j'ai quelqu'un dans ma vie depuis 8 ans, on vit ensemble. Les personnes LGBT sont souvent très habiles à ne pas genrer leurs propres propos, donc ils vont être à l'aise à répondre sans divulguer le genre de leur partenaire s'ils ne se sentent pas à l'aise de le faire. Quatrième bonne pratique, c'est important de respecter la confidentialité. Si quelqu'un vous en parle, c'est une petite victoire. Peut-être que la personne n'en a jamais parlé ou n'en a pas parlé depuis très très longtemps. Par contre, faites attention de ne pas le répéter. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont besoin de maîtriser qui le sait, qui ne le sait pas. Toute leur vie, elles ont appris un petit peu à jongler entre ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, et puis en fonction de ça, elles vont adapter un petit peu leur langage, leur filtre, leur attitude, le degré d'elles-mêmes qu'elles peuvent laisser paraître. Donc, si elles sentent que ça a été répété,
ça va être très anxiogène pour elles parce qu'elles ne maîtrisent plus qui le sait, qui ne le sait pas dans leur milieu. Si on parle, par exemple, des personnes qui seraient atteintes par la maladie d'Alzheimer, avec l'avancée de la maladie, ils vont parfois perdre leurs filtres, leurs inhibitions, etc. Et puis surtout leur habilité à jongler entre quel langage utiliser, quelle attitude avoir en fonction de qui le sait, qui le sait pas. Puis ça peut être particulièrement anxiogène donc chez les personnes qui perdent leur filtre. Et la dernière bonne pratique, c'est de respecter la place de la famille choisie. La famille choisie, c'est quoi? On a vu que les personnes aînées LGBT, elles ont souvent un support familial qui est amoindri, voire inexistant pour beaucoup d'entre elles. Donc ça, c'est parfois compensé par leur famille choisie. Leur famille choisie, c'est leur réseau d'amis et aussi leur réseau d'ex-conjoints ou ex-conjointes, qui est un modèle qui est vraiment assez fréquent là, chez les LGBT où le proche aidant, c'est plus souvent un ex ou un ami plutôt qu'un membre de la famille. Or, dans les milieux aînés, etc., des fois, on focalise beaucoup sur la question de la famille. Dans les formulaires d'accueil, avez-vous des membres de votre famille qui vont vous visiter? Parce que la personne est aînée, parce qu'elle est dans un CHSLD, c'est forcément que la famille qui devrait venir la visiter. Des fois, même sur le stationnement, il y a un panneau qui dit stationnement réservé pour la famille. Qu'on pourrait juste parler de proches en général et puis accueillir tous les proches de la même façon. Il n'y a pas de raison de privilégier les liens biologiques, entre guillemets, par rapport aux amis. Et ça, c'est une bonne pratique pour tout le monde. Ce n'est pas spécifique aux LGBT, c'est juste encore plus vrai chez les LGBT. Avant de céder la parole à Jean, quand on parlait d'afficher votre ouverture, là, je peux vous montrer quelques outils qu'on a. Donc, on a une charte de la bientraitance. Les milieux où on dispense nos formations, ils peuvent adhérer à notre charte de la bientraitance. C'est une politique d'inclusion. Et on ajoute les adhérents sur notre site Internet. Comme ça, les personnes aînées LGBT, quand elles cherchent une résidence, un notaire, un centre communautaire, un service de répit, etc., elles peuvent aller chercher des prestataires de services dans cette liste-là. Vous pouvez nous contacter si vous voulez suivre notre formation chez vous et y adhérer. Puis pour nos autres outils, quand on parlait d'afficher de l'ouverture, et puis là, désolé, Noah, il va falloir appuyer plein de fois, on peut commander du matériel d'affichage. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais ça peut participer à briser le tabou. Donc tout ce que vous voyez à l'écran, là, les affiches, les guides, tout ça, c'est commandable gratuitement sur notre site Internet. Je crois qu'il y a encore quelques diapositives. Pareil, il va falloir appuyer plusieurs fois. On a aussi des capsules vidéo, des recensements d'études si ça vous intéresse, des filmographies et une exposition itinérante que vous pouvez nous emprunter gratuitement pour mettre dans une salle à manger, un couloir, pour un événement. C'est des panneaux dérouleurs. Et ça, on ship ça un petit peu près partout au Québec. Puis à partir du mois d'avril, on sera financé par le ministère de la Justice pour dispenser ces formations et ces outils-là à travers tout le Québec. Donc, où vous soyez, vous pouvez nous solliciter pour des interventions. L'exposition est surtout intéressante parce que c'est passif. Il n'y a personne qui fait un discours ou qui parle, mais les gens vont voir, vont réagir. Donc, ça fait beaucoup d'interactions et ça sensibilise les gens. C'est ça. Et que justement, c'est le moment où je laisse la parole à Jean qui va pouvoir vous parler de son parcours de vie à lui et illustrer peut-être un petit peu ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que j'ai osé parler, parce que je savais que c'était mon tour. Oui. Et juste vous dire maintenant j'ai la parole, que la formation qui est donnée habituellement est un peu plus longue, avec plus de détails, plus d'informations. Donc, ça vaut la peine. Et mon témoignage, moi aussi, parfois d'autres personnes qui le font, les témoignages en général durent une demi-heure, alors que là, je pense que j'ai 6 minutes. Donc, oui. Je vais aller quand même très rapidement. Donc, moi, j'ai 70 ans. Je suis né en 1949 dans un petit village du nord de la Saskatchewan. Donc, très isolé, très religieux, où on n'avait j'allais dire pas beaucoup, on n'avait aucune information sur la sexualité. La sexualité était extrêmement tabou. Et ça, j'ajouterais ça, moi, aux stigmatisations dont Julien vous a parlé au début. Parce que quand on ne sait pas que l'homosexualité existe, on ne peut pas s'identifier comme étant homosexuel. Donc moi, j'ai toujours eu, étant jeune, j'ai toujours eu en fait, une attirance pour les hommes.
Donc, quand j'étais jeune, j'étais attiré vers les petits garçons. Rendu à l'école, au collège, c'était la même chose. Mais je ne savais même pas que c'était possible d'être en amour avec quelqu'un du même sexe. Donc, quand Julien parle des dates de légalisation du mariage, moi, avec le peu d'informations que j'avais, j'étais même pas, c'était pas possible. Donc, j'avais plusieurs amis, garçons et filles, puis à l'époque, il n'était même pas question de sexualité. Même s'embrasser, on était rendu loin dans notre relation. Donc, dans mes relations avec les filles, dès qu'il y avait une possibilité d'intimité que j'appréhendais, c'était la rupture. Et puis, à un moment donné, j'avais le goût de devenir amoureux et d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Donc, une très, très bonne amie, à un moment donné, m'a confronté, puis elle m'a dit, elle m'a avoué qu'elle m'aimait, tout ça, j'ai dit, je pense même pas. Et puis, elle m'a dit, tu as peur de te laisser aimer. Donc, je me suis posé des questions. J'ai commencé par dire, on va laisser tomber, ciao. Mais là, je me suis dit, c'est la première fois qu'il y a une personne qui me comprend mieux que je me comprends moi-même et qui ose me le dire. Donc, comme on avait plusieurs projets communs, une vision de la vie, tout ça semblable, on s'est mariés, on a vécu nos projets, on a été 23 ans ensemble, on a eu 4 enfants, et ça a été une vie très, très, très remplie, valorisante. Mais quand j'ai réalisé, parce que bon, je suis parti d'Alon Park quand même à l'âge de 12 ans, Winnipeg et ensuite le Québec. Et puis, c'est quand je suis allé dans les bars gays que j'ai compris que c'était possible de vivre une vie amoureuse avec un autre homme. Ça a piqué ma curiosité. Donc, je suis allé dans les bars gays et je me suis aperçu que les hommes dans ces bars-là il n'y a presque pas d'hommes efféminés ou de grandes folles, sinon aux événements quand il y a les drag queens, parce que je ne m'identifiais pas pour moi homosexualité. Quand j'ai appris le mot, je pensais que c'était ou efféminé ou ce qu'on appelle grande folle, là, des gens vraiment extrêmes dans leurs expressions. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oups, c'est possible. Donc, un jour, je vois chez des amis un tableau, une œuvre d'art, et c'était écrit « Pourquoi as-tu peur d'être heureux? » Et moi, j'ai toujours été contre la médiocrité. Et j'étais rendu au point dans ma vie où je sentais que je vivais une situation confortable, rassurante, épouse, enfant. Mais en voyant ça, j'ai réalisé qu'effectivement, je ne prenais pas le risque d'être heureux. Donc, c'est à ce moment-là que le divorce a eu lieu. Bon, je ne raconterai pas les détails, ça s'est très bien passé pour moi. Mon épouse a eu beaucoup plus de difficultés, mais maintenant, on se revoit, tout va bien. Donc ça, c'est une partie, je trouve, importante, qui existe toujours. Des gens qui restent ignorants et qui sont restés dans le placard. Donc moi, j'étais dans le placard tout le temps. Aussitôt que je sentais que quelqu'un pouvait penser que j'étais gay, bien, je parlais de mon époux, je parlais de mes enfants, et puis là, certains me disaient par après, on pensait que tu étais gay. Et non. L'autre chose, là, l'autre réalité, qui est des gens qui étaient moins niaiseux que moi, donc qui sont nés dans les plus grands centres et qui ont su c'était quoi l'homosexualité et qui ont pu la vivre, ces gens-là l'ont souvent et très longtemps fait dans le placard, et puis ont été victimes de tout ce dont on parle, de crimes. Certains ont été hospitalisés dans des institutions mentales, d'autres qui complètement ostracisés de leur communauté, de leur famille. Santé mentale, il y a santé mentale, religieux, et puis religieux, bon, ils allaient quand même à la messe parce que c'était obligé, mais bon, c'était sans condition. Et puis, ils ont vécu tous ces traumatismes et toute cette cachette, cette double vie. Il y a à Montréal une association pour hommes aînés gays, qui a été mise sur pied à peu près il y a 20 ans. Et l'association s'appelle ARC, Aînés retraités de la communauté. Et encore aujourd'hui, l'association refuse d'ajouter le mot gay parce que la plupart des 200 membres sont encore, pas la plupart, plusieurs sont encore dans le placard.
Il y a des activités qui sont organisées chaque jour de la semaine pour les membres, des activités socio-récréatives. Plusieurs participent régulièrement, mais ne sont pas gays. Entre nous, oui, parce que s'ils sont là, on sait qu'ils le sont, mais c'est une cachette complètement. Il y a aussi l'homophobie intériorisée, dont Julien a parlé un peu. C'est de vouloir tellement, premièrement, de ne pas s'accepter, donc pas accepter son homosexualité, donc non seulement de la cacher, mais de devenir homophobe par rapport aux autres personnes. Donc ça, on retrouve ça beaucoup dans les résidences de personnes âgées, et c'est une façon aussi de cacher sa propre homosexualité. Donc, quand on arrive dans les résidences de personnes âgées, toute cette stigmatisation-là, les gens qui sont sortis du placard vont y retourner et ceux qui ne sont pas sortis, bien, vont y rester. Et il y a un concept en psychologie que j'ai toujours trouvé intéressant, moi j'appelle ça l'effet miroir. En anglais, ça s'appelle le looking glass self. C'est qu'on est qui on pense que les autres sont. Donc, moi, j'arrive dans une résidence aux personnes âgées et si les gens réalisent, pensent que je suis gay, ou je vais penser qu'ils s'en aperçoivent, donc je vais tout de suite revoir, ils vont m'haïr, ils vont penser que je suis un malade mental, ils vont penser que je suis un fou, ils vont penser tout ça, que je suis un criminel. Donc, je vais le cacher. Donc, c'est d'aller au-delà de ces stéréotypes et des bonnes pratiques, comme disait Julien, puis il y en a plein d'autres, d'acceptation. Moi, quand je vais acheter des fleurs pour mon copain et que le fleuriste ou la fleuriste me dit « Madame va être contente », j'ai dit « Non, mon chum va être content ». Et là, ciao, je m'en vais. Une autre chose qui est importante, c'est le devoir de mémoire, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé, parce qu'on ne sait jamais quand, avec quel gouvernement, on va retourner en arrière. Parce que l'homosexualité peut redevenir criminelle, le mariage entre conjoints intersexes peut redevenir illégal. On ne sait jamais. On voit ce qui se passe dans d'autres pays. On voit même les propos des différents partis politiques au Canada. Donc, il faut toujours être vigilant et se souvenir que ça existait. Je m'arrête là. Si vous avez des questions pour Julien ou pour moi. Alors, ben écoutez, merci beaucoup. Là, c'était très instructif, que ce soit la partie plus théorique et justement pour se souvenir de quelle a été la réalité des personnes LGBT au Canada et au Québec, ou votre témoignage à vous. J'aimerais vous poser peut-être la première question. Et sentez-vous complètement à l'aise de la poser? Mais moi, si je suis là, c'est parce qu'on peut me poser n'importe quelle question. Est-ce que vous pensez, de ce que j'entends, vous ne pensez pas que les gays eux-mêmes contribuent à cette stigmatisation? Par leur invisibilité? Oui, par leur invisibilité, en acceptant finalement qu'on puisse les considérer comme une autre personne et ne pas justement revendiquer haut et fort leur orientation. Est-ce que vous ne pensez pas que votre rôle, il est au-delà de finalement ce que vous essayez de faire maintenant, de faire, oui, faire tomber les stigmas et les préjugés, mais que les premières personnes concernées devraient elles-mêmes prendre la parole et s'exprimer beaucoup plus fortement que ça? Vous avez tout à fait raison, mais c'est très, très, très difficile parce que les souffrances de stigmatisation sont très, très ancrées. Et puis, il y a souvent cette question-là de, oui, est-ce que les craintes ne sont pas que dans leur tête et finalement, nous, il n'y a rien à faire, c'est eux le problème, ceux qui ont une crainte qui est injustifiée. Des fois, c'est ce qu'on nous dit. Moi, mon point de vue plus personnel sur le sujet, c'est en fait la crainte, elle est certes dans leur tête, mais bon, ils ont un parcours de vie quand même très, très difficile, donc on ne peut pas reprocher ou une personne d'avoir les craintes qu'elle a, surtout lorsqu'elle a vécu un parcours de vie très difficile par rapport à ça. Mais je pense que les craintes, elles sont à la fois dans la tête des aînés LGBT, mais elles sont aussi justifiées parce qu'on est toujours dans une société où il y a un certain rejet, il y a toujours des stéréotypes, il y a toujours des violences contre les personnes LGBT, donc, qui sont plus rares qu'avant, mais c'est toujours un risque qui est présent, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés.
Donc, il y a quand même des choses qui font de ces craintes-là très concrètement. Donc, mais oui, nous, on essaie d'intervenir à la fois les milieux soient plus accueillants pour que ceux qui sont à l'aise de le dire puissent leur dire. Mais c'est vraiment, l'un n'ira jamais sans l'autre. Donc, c'est bien aux deux parties là, de faire un pas en avant. Pour ajouter à ça, c'est que moi, j'arrive hier d'Edmonton. J'étais au funérailles d'un de mes frères qui est décédé d'Alzheimer. Donc, il y avait de la famille, mes neveux, mes nièces, plein de cousins, plein de cousines, parce que la famille est encore beaucoup dans l'Ouest canadien. Et il y a presque personne qui m'ont posé des questions au sujet de mon ex-épouse, parce qu'ils savent que je ne vis plus avec. Ils savent que je suis gay. Ils m'ont pas demandé si j'étais avec quelqu'un, aucune question. Tabou. Et je voulais justement dire un mot sur la maladie d'Alzheimer, parce que on est 7 enfants dans la famille. Il y a 25 ans entre la plus vieille, qui est décédée évidemment, et moi. Et puis, il y en a 5 qui sont décédés d'Alzheimer. Le seul frère survivant que j'ai a 89 ans. Il est Alzheimer et il est gay. Il a caché toute sa vie. Maintenant, ses filtres commencent à disparaître pas mal parce qu'il n'y a plus de filtres. Donc, il vit sur des choses qui sont inacceptables aux yeux des intervenants dans les résidences. Et moi, ben, je pense que je vais m'en sauver. Et je veux juste souligner qu'avec Julien, avec la Fondation Émergence, j'ai fait plusieurs kiosques d'information dans différents événements. Et on était souvent proche de la société, du kiosque de la Société d'Alzheimer. J'ai pu avoir beaucoup d'informations et j'ai toujours été impressionné de l'ouverture de ces personnes-là, donc de vous qui m'écoutez ou des gens qui travaillent avec vous et l'importance du travail que vous faites. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la boîte de questions-réponses pour poser les vôtres. Alors, une question pour vous. Est-ce que vous avez un programme de sensibilisation orienté vers les parents des personnes LGBT? Alors, à la Fondation Émergence, non, mais il y a d'autres organismes LGBT qui sont plus spécialisés sur la famille. Je pense notamment à la Coalition des familles LGBT. Donc, la Coalition des familles... homoparentales. Oui. Hein? Non, c'est la Coalition des familles LGBT. Okay. Leur nom, vous pouvez contacter. Et puis, il y a aussi pour les parents qui accompagnent des enfants trans, il y a aussi l'association Enfants Transgenres Canada. Donc, Enfants Transgenres Canada et Coalition des familles LGBT, ce seraient deux exemples de ressources pour accompagner les parents. Alors, justement, vous avez été assez candide en partageant votre réalité avec nous par rapport à la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que vous pensez justement que les personnes aînées ayant la maladie d'Alzheimer, LGBT, vivent cette réalité dans les résidences ou à domicile? Quel niveau de défi la maladie d'Alzheimer rajoute? Est-ce que vous pensez qu'on vit tous la maladie d'Alzheimer, que ce qu'on soit LGBT ou pas? Ah ben oui, il n'y a pas de différence, c'est sûr. Mon frère l'a vécu, je le vivrai peut-être, mais des autres qui étaient mariés l'ont vécu tout autant. Non, je pense vraiment pas qu'il y a de lien. Ajoutez pas une autre possibilité à mon hygiène gastrique possible. Mais les défis pour les personnes Alzheimer LGBT devient dans ce contexte-là le même que pour les personnes hétérosexuelles, parce que la sexualité est tabou dans ce milieu-là. Donc, j'ai une sœur, l'aînée, qui s'est fait un copain dans un CHSLD, et puis ils se promenaient main dans la main, ça se voyait ensemble pour regarder la télé, mais ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait, mais c'était trop mignon de les voir. Donc, on a voulu les changer d'étage. Et puis, le pire, on les a trouvés une fois dans le même lit. Donc, moi, j'ai dit, mais je pense pas que ma sœur va devenir enceinte. Ça, c'est pas grave. Et puis, il n'y avait même pas de sexualité, je pense, mais même s'il y en avait, c'est pas grave. Mais c'est simplement le fait de les voir ensemble. Je pense que ça devient problématique quand la personne n'a plus de filtre à ce niveau-là de la maladie d'Alzheimer.
Parce que jusqu'à ce moment-là, tous les mécanismes de défense sont encore présents. Et puis sur les spécificités donc des personnes LGBT qui ont la maladie d'Alzheimer, il y en a quand même quelques-uns. Avant de perdre complètement leur filtre, quand ils commencent à perdre leur filtre, ils vont être encore plus anxieux parce qu'ils vont réaliser que mince, ils vont être moins habiles pour faire le tri entre qui le sait pas, le langage que je vais utiliser avec qui, quand, comment. Donc ça, ils sentent cette défaillance-là et disent mince, je vais le divulguer sans m'en rendre compte. Quelles vont être les conséquences. Donc, il y a un facteur de stress supplémentaire par rapport à cet enjeu de divulgation-là. Et par contre, comme disait Jean, une fois que la perte de filtre est complète, là, ça va être la même réalité pour les LGBT que les non-LGBT, si ce n'est que pour les personnes LGBT, il peut avoir des réactions, ça va peut-être pas forcément être la même réaction de la part des intervenants. Moi, des fois, j'ai des intervenants qui disent « Oh, qu'est-ce qu'on fait s'il y a… un début de rapport sexuel entre deux personnes du même sexe ?» Moi, je leur réponds, bah, faites exactement ce que vous faites avec des personnes hétérosexuelles, ni plus ni moins, mais eux le percevaient comme un enjeu supplémentaire, quelque chose de peut-être plus dérangeant. Plus dérangeant pour le reste de la clientèle. Vous pensez que c'est le reste de la clientèle ou des intervenants eux-mêmes? Ouf, les deux. Je pense que c'est les deux, ouais. Oui. Une question pour vous, alors un commentaire, oui, un commentaire et une question. Nous travaillons vers une transformation des soins de longue durée. Est-ce que vous avez des suggestions pour créer des environnements plus inclusifs pour les personnes aînées LGBT, en plus de ce que vous avez mentionné? Oui, bah en fait, ça serait là, j'ai vraiment présenté une version très très courte. Ce que je vous suggérais, en fait, ce serait de nous inviter dans vos milieux pour qu'on puisse former vraiment les intervenants, vous faire adhérer à la charte, etc., vous présenter nos outils, et puis justement pour vous accompagner dans ce plan de transition là, pour rendre le milieu plus inclusif. Mais ça passe beaucoup par la formation, la sensibilisation. Il faut ajouter que les formations sont gratuites. Hein? Oui, c'est gratuit pour tout le Québec à partir du mois d'avril. Alors, puis d'ailleurs, pour ce qui est de la sexualité des personnes atteintes et des personnes LGBT en résidence, on avait donné aussi un webinaire au mois de décembre dernier, donc n'hésitez pas à aller le revoir. On a beaucoup parlé des résidences. C'est quoi la réalité d'une personne aînée LGBT avec possiblement un diagnostic de maladie d'Alzheimer à domicile? Vous avez justement parlé de beaucoup d'isolement, de l'absence de la famille, que c'est plus finalement les amis qui prennent ce rôle de proche aidant, mais qu'il y avait aussi une barrière par rapport au service, à l'accès aux services. Alors, comment finalement est-ce qu'on peut favoriser l'inclusion des personnes LGBT dans les services donnés à la communauté, sans pour autant créer d'organismes spécifiques qui l'en viennent en aide? Encore une fois, effectivement, on parle toujours des résidences parce que c'est là où les enjeux sont le plus criants, mais on sensibilise aussi beaucoup les intervenants à domicile, les centres communautaires pour aînés, où là, finalement, les bonnes pratiques vont être les mêmes, c'est juste le contexte est différent, mais c'est très important, oui, pour tout ce qui est loisirs, pour tout ce qui est service à domicile. Les personnes LGBT vont parfois plus les réclamer que les autres parce qu'elles veulent à tout prix éviter d'aller en résidence à cause de ça. Or, chez elles, il peut avoir des indices qui sont LGBT et il y a une crainte énorme. Est-ce que je dois retirer les photos de mon conjoint sur les murs? Est-ce que c'est un petit peu leur espace sécuritaire? Donc, vraiment, peu importe si on offre des services aux aînés, on a vocation à utiliser nos outils et puis à suivre notre formation. On rencontre aussi des notaires et des avocats. Et ça, les notaires, surtout, c'est très important parce qu'une personne aînée dans le placard va être encore plus hésitante que des personnes en général qui n'aiment pas les faire un testament. Ou un mandat d'inaptitude. Pouvoir être à l'aise de dire c'est qui la personne qu'on désigne comme mandataire. Donc ça peut aussi les décourager des fois à faire leur papier parce qu'ils redoutent de passer devant le notaire pour dire cette personne-là, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe, etc. D'ailleurs, là, vous venez de répondre à la question, avez-vous des suggestions pour ceux qui travaillent dans la communauté, à savoir visite à domicile, d'avoir une interaction plus inclusive? Tout à fait. On a même rencontré des gens, une association ici à Montréal, Coup de balai, qui font du ménage dans les résidences des personnes âgées. Oui. Donc, c'est à domicile. Oui, oui. Alors, aussi un commentaire,
oui, vous allez recevoir, en fait, la conférence est enregistrée, donc vous allez recevoir par la suite le lien pour pouvoir la revoir, alors n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Alors, profitez de la présence de Julien et de Jean pour poser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous enverrai les liens par rapport à la Fondation Émergence pour aller revoir les outils. Et puis, n'hésitez pas également à les contacter si vous pensez que c'est nécessaire. Je pense que oui, qu'ils se déplacent dans vos milieux pour peut-être sensibiliser et former le personnel. Je pense que c'est une avenue. Puis, c'est proposé. Ça va l'être disponible à travers le Québec dans quelques semaines. Là. Ça. Alors, pour répondre à la dernière question, on privilégie les interventions en présentiel plutôt que par vidéoconférence. On aime vous voir aussi. Pour la sensibilisation et les échanges, c'est vrai que ça passe mieux en présentiel. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités et merci de vous être déplacé devant votre écran. Alors, vous recevrez tout de suite après, en fait, une fois que l'enregistrement sera terminé, le lien pour accéder à la vidéo sur nos différentes plateformes, de même qu'un questionnaire d'évaluation. Alors, c'est anonyme, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse justement connaître vos commentaires et puis également pour vous proposer d'autres sujets par la suite. Et le prochain webinaire aura lieu le 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, il y aura vraiment quelqu'un donc de la Société Alzheimer de Québec cette fois-ci. Alors, merci encore à vous d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui aux conférences mémorables. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Encore.